Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 14h42, l'émission en partenariat avec Next Impact et Arrêt sur Image. Le numérique va-t-il aussi bouleverser la finance? Est-ce que de même que le peer-to-peer a bouleversé les industries culturelles, est-ce que le peer-to-peer participatif, le prêt participatif, va bouleverser l'économie? Quelques chiffres pour commencer. Un rapport sorti la semaine dernière estime qu'en Europe, 255 plateformes de financement participatif ont levé 487 millions en 2012 et 3 milliards d'euros en 2014. On prévoit en 2015 7 milliards d'euros, un taux de croissance de 146%. En France, la croissance est de 167% en 3 ans. Le marché s'est envolé de 270% ces 3 dernières années. Il y a eu 1,3 million de financeurs en France ces 6 dernières années. C'était essentiellement pour le crowdfunding, donc le fait de donner de l'argent contre un autre don, contre une répartie mais qui n'était pas financière. Il y a un nouveau dispositif qui a été lancé en octobre dernier qui permet à des particuliers de prêter de l'argent à des petites entreprises, des PME. On en parle aujourd'hui avec 2 invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Hubert de Vauplane. Alors vous présentez sur Twitter comme banquier et trader repenti. Vous êtes avocat dans un cabinet américain de jour comme de nuit. Vous avez été expert auprès de la Commission européenne, de l'AMF, de la Banque d'Angleterre, de la Banque centrale européenne. Vous avez été responsable aussi au Crédit Agricole pendant la crise financière et vous vous intéressez pas mal au financement participatif. Oui, c'est un résumé de 25 ans de carrière dans la banque et maintenant en tant qu'avocat, et je continue d'enseigner par ailleurs à Sciences Po. Également avec nous Vincent Ricordo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un autodidacte, vous avez arrêté l'école de commerce en 2e année pour créer une boîte. Vous avez ensuite dirigé et créé plusieurs entreprises dans le domaine du marketing sportif, des médias, et vous avez créé en 2008 KissKissBankBank. 2008 ou 2009 2009. 2009. Septembre 2009. KissKissBankBank, qui était une des principales plateformes de crowdfunding en France. Vous avez ensuite créé Hello Merci et l'année dernière, Lendopolis, qui est donc votre plateforme de financement participatif. Et sur votre profil LinkedIn, vous avez écrit « Let's hack economy together ». Et vous investissez notamment dans The Sharing Economy, que vous voyez comme une 3e révolution industrielle. Et vous avez écrit un livre aux éditions FIP en 2013, Crowdfunding, le financement participatif qui bouscule l'économie. Comment vous avez découvert le crowdfunding? À l'époque, on a écrit, pensé KissKissBankBank, le mot crowdfunding n'existait pas encore. Ouais. Donc du coup, on lui a pas donné ce petit nom joli, très difficile à prononcer. Vous remarquerez qu'en général, en France, les gens disent crowdfunding au lieu de crowdfunding. C'est un problème de prononciation. Et du coup, à l'époque, on n'était absolument pas dans une logique ni militante finalement, ni très intellectuelle sur l'envie qui nous poussait à créer cet outil. On s'est aperçu à la sortie de MySpace que, conformément à ce qu'on aimait nous, il y avait des milliers d'artistes indépendants qui étaient en train de pointer leur nez d'un petit peu partout. Lorsque Facebook est arrivé, on s'est aperçu qu'on était connectés tous les uns les autres hyper rapidement par centre d'intérêt. On s'est dit assez logiquement que si on aimait autant par communauté identifiée autant d'artistes, la brique qui manquait, c'était potentiellement de chacun donner 10 € pour que l'artiste en question puisse vivre de son art. Donc KissKissBankBank vient de là. Donc toute on va dire le contexte beaucoup plus économique maintenant dans lequel on est placé et plus prospectiviste en tant qu'agent économique était absolument pas notre propos au lancement. Mais vous écrivez dans votre livre que si on m'avait demandé en 2009 d'estimer le marché du crowdfunding alors que le mot existait à peine, j'aurais répondu fièrement quelques dizaines de millions de dollars. Oui, parce que ça nous paraissait être un caprice d'amateurs de culture indé et on avait l'impression que ça allait s'adresser à très peu de gens. Alors, parallèlement c'est plus en 2007 pour le coup qu'en 2009, parce qu'en 2009, le mot existait déjà et d'autres plateformes sont sorties en même temps. Mais vraiment, au moment où on a commencé à écrire KissKissBankBank, ce milieu-là n'existait pas. Et on avait l'impression que ce serait une niche dans laquelle on serait très bien, puisqu'enfin, on allait pouvoir exister dans les milieux, finalement, qu'on avait envie à la fois de fréquenter, mais en même temps qu'on avait envie de voir progresser. Vous expliquiez que c'était, à la base, c'était pour essayer de financer des artistes, parce que vous en avez un peu marre d'écouter de la soupe musicale, essayer de financer d'autres types d'artistes. Aujourd'hui, KissKissBankBank, c'est près de 28 millions d'euros qui ont été collectés auprès de près de 13 000 projets créatifs ou innovants, grâce à plus de 500 000 personnes. Oui, si KissKissBankBank devait être une ville, on serait la 3e ville de France.
On est leader français d'ailleurs sur ce segment là, du crowdfunding de don contre don. On est 3e mondial aussi sur le sujet. Donc KissKissBankBank est très en forme, continue sa croissance. C'est combien de personnes? Aujourd'hui, on est une petite quinzaine chez KissKissBankBank pour gérer les 3 plateformes. Ouais. Et donc, 3 plateformes, à savoir KissKissBankBank, Hello Merci et Lend2Police. Exactement. Donc en fait, on a dérivé l'une vers l'autre assez naturellement. Hello Merci étant une réponse aux carences de KissKissBankBank. C'est-à-dire sur KissKiss, on a décidé que c'était vraiment réservé aux projets culturels et artistiques ou très innovants. On a eu beaucoup de pizzaiolos qui voulaient remplacer leur four à pizza. On a eu beaucoup d'étudiants qui voulaient financer leurs études. On a eu beaucoup de voisines qui voulaient financer leur crèche. Et tout ça, malgré toute la beauté ou l'impact derrière de ces projets, ça ne rentrait pas dans nos cases sur KissKiss. Et donc du coup, on a décidé de créer une deuxième plateforme qui s'appelle Hello Merci, où on vient financer des micro-projets comme ça, sous forme de prêts déjà, mais sous forme de prêts solidaires, c'est-à-dire c'est des prêts à taux zéro, c'est-à-dire que vous prêtez comme dans la vraie vie, 100 € à votre voisine pour monter sa crèche, qui vous rendra 100 €. Rembourse, mais sans intérêt. Exactement. D'accord. Lend2Police, d'où est venue l'idée? Lend2Police, c'est la progression assez naturelle de notre mouvement. On a commencé par dédier un univers aux métiers culturels, un deuxième univers pour les micro-entreprises. Assez naturellement, on s'est posé la question, est-ce que ce système va marcher pour l'économie plus traditionnelle? On s'est rendu compte assez vite que réglementairement parlant, on ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'on avait déjà fait. Parce que c'était interdit jusqu'à octobre dernier, on va revenir là-dessus, jusqu'à octobre dernier, c'était interdit à un particulier de prêter à une entreprise avec un taux d'intérêt et une rémunération. Exactement. Et pourtant, pour nous, ça nous paraissait la suite logique de ce qu'on faisait. C'est-à-dire, quand vous montez une crèche, il peut paraître assez logique dans une communauté identifiée. On prête comme à un ami, on récupère le montant sans intérêt. Par contre, si d'un seul coup vous vous intéressez, c'est notre objectif à nous, vraiment à l'économie, que vous avez envie d'investir dans des PME qui vous intéressent, pour le coup, il semble assez logique que la PME vous rémunère pour l'argent que vous lui avez prêté. Le don et le prêt, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même métier. Non, alors pour le coup, le don et le prêt solidaire, c'est quand même le même contexte. C'est basé sur l'empathie et la solidarité. Donc on a beaucoup hésité effectivement à aller un petit peu plus loin, parce que là, on rentrait dans une logique plus capitalistique, avec une notion de retour sur investissement financier, alors que sur nos 2 premières plateformes, on est dans le retour sur investissement émotionnel 100%. Donc du coup, on a beaucoup hésité, on s'est dit, est-ce qu'en termes de marque, est-ce qu'on peut l'assumer? Et puis après, on s'est aperçu quand même que la logique était la même pour discuter avec nos communautés. On a beaucoup introspecté dans la communauté de KissKiss et Hello Merci. On a demandé clairement aux gens, est-ce que dans votre posture de micro-mécène sur KissKiss aujourd'hui, vous avez envie de vous retrouver demain dans une logique de micro-investisseur et pouvoir utiliser votre épargne pour investir en direct dans l'économie réelle? Et en l'occurrence, la réponse a été très clairement à 80% pour les gens interrogés. Oui, bien sûr, c'est un intérêt vraiment pour nous en tant que personne, mais également en tant qu'individu qui d'un seul coup va s'introduire plus directement et avec un impact plus visible dans l'économie réelle. Et donc du coup, on a poursuivi tranquillement notre bout de chemin et donc on a lancé Lend2Police le 19 novembre dernier, parrainé par Emmanuel Macron au Salon des experts comptables, qui aujourd'hui fait un tabac déjà au bout de 2 mois, puisqu'on a reçu plus de 1000 dossiers, collecté déjà quasiment 800 000 €. Pour l'instant, il y a près de 800 000 € qui ont été levés auprès de 20 projets d'entreprise par un peu plus de 1000 investisseurs. Oui, pour vous donner un ordre d'idée, 800 000 € sur le début de KissKissBankBank, il nous avait fallu exactement 20 mois pour collecter 800 000 €. Et là, il a fallu donc vous voyez, là, il a fallu à peine 3 mois. Donc ça vous montre un petit peu la façon dont le marché a progressé, dont la façon dont le mot lui-même et l'expression et ce qui va autour est également entré petit à petit dans la tête des gens. Et on est en train de réussir notre pari, c'est-à-dire transformer notre communauté de micro-mécènes à micro-investisseurs. Hubert de Volplane, est-ce que vous pouvez résumer ce qui s'est passé justement en octobre dernier? Le changement réglementaire. Le changement réglementaire, il a consisté à ouvrir le monopole bancaire. Puisque en France en particulier, mais pas qu'en France, en Europe dans des conditions un peu différentes, l'activité de prêter de l'argent est une activité réglementée. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas demain prendre sa plaque et dire je m'appelle une banque. Devenir un usurier avec des taux d'intérêt non contrôlés. Non, enfin c'est vrai chez Balzac, mais maintenant c'est plus vrai. Il faut montrer patte blanche, avoir l'autorisation des régulateurs, etc. Donc ce qui était par contre un peu nouveau, c'est que le régulateur bancaire nous a indiqué que le prêt rémunéré entre personnes physiques était lui aussi soumis à un monopole. C'était un peu...
C'était pas évident, entre juristes, on parlait beaucoup de ces choses-là. Bon, c'était la réponse du régulateur. Et là-dessus, le gouvernement a passé une ordonnance qui a ouvert la possibilité, en créant une nouvelle exception au monopole bancaire, spécifiquement faite pour les activités de financement participatif. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans un monde où on rase gratis et n'importe qui peut prêter à n'importe qui. Là, on parle bien d'une exception au monopole bancaire où des particuliers peuvent prêter à des PME ou des TPE, mais via une plateforme. Plateforme qui doit être agréée par l'ORIAS, alors c'est l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, qui est une association placée sous la tutelle de la direction du Trésor. Oui, c'est on demande un agrément en fait. Non, c'est pas un agrément au sens strict du mot. C'est pas exactement un agrément. C'est une inscription dans laquelle tout à chacun peut aller vérifier et que une plateforme ou bien inscrite à l'ORIAS. Voilà, bien inscrite dans l'ORIAS et que on n'a pas affaire à des gens qui se disent être inscrits et qui ne sont pas inscrits. Ce qui est quand même intéressant, vous êtes démarché par un type qui vous vend des contrats d'assurance vie, vous voulez vérifier que ce type est bien inscrit, vous tapez sur l'ORIAS, vous trouvez son nom. Ben, c'est la même logique pour les plateformes. On dit simplement, voilà, pour demain mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs, vous devez vous inscrire, c'est pas un agrément, hein, vous devez vous inscrire sur cette plateforme. Donc c'est très très léger comme... Parce qu'en fait, il suffit d'avoir 40 000 € sur un compte bancaire et de souscrire une assurance et on peut créer une plateforme de financement participatif une fois qu'on s'est déclaré à l'ORIAS. Oh, même moins, hein. Même moins. Oui, il y a pas de. C'est une autre. Ça, c'est une volonté forte du gouvernement qui est intéressante, mais la réalité est souvent différente. Qui était de dire voilà, l'économie participative, c'est aussi tout citoyen qui peut demain se transformer non seulement en banquier, en prêtant, mais aussi en entrepreneur, en créant une plateforme de crowdfunding. Autrement dit, pas de barrière à l'entrée capitalistique en disant il faut un minimum de fonds propres réglementaires, il faut un minimum de machin. On vous demande juste de pas être condamné pour ouvrir une plateforme, mais on ne vous demande pas ce qu'on appelle un niveau de fonds propres réglementaires, hein, comme il en existe quand vous créez une activité de banque ou de société de gestion. Donc c'était important parce que l'idée était vraiment de dire tout à chacun, et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de projets intéressants fleurir dans les régions notamment, tout à chacun peut créer sa plateforme de crowdfunding pour autant qu'il s'inscrive à l'ORIAS. Donc une vraie démarche de démocratie participative pour le financement. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 2000 plateformes de crowdfunding dans le monde, 48 en France, et il y en a une vingtaine qui sont créées l'année dernière. Oui. Ça explose. Ça explose. Alors, il y en a de différents types. La loi qui sont plus économie sociale et solidaire, voilà. Plus sur les startups, plus sur les PME, plus sur les énergies renouvelables, d'autres qui sont par rapport à des régions. Il y en a beaucoup par rapport à des régions, puisque n'oublions pas que toute cette approche, ça reste quand même une approche de proximité, que ce soit une proximité physique, mais surtout une proximité au niveau de l'empathie, au niveau du coup de cœur. Et donc la proximité, c'est aussi, je vais financer le pizzaiolo, comme disait Vincent, que je connais à côté, parce que justement je le connais, ou je le connais parce que j'ai quelqu'un qui le connaît. Donc cette approche est très forte dans les régions. Ça n'empêche, d'ailleurs tu pourras sans doute en dire un petit mot, comment les prêteurs, est-ce que les prêteurs de l'Endopolis prêtent un peu partout en France, ou est-ce qu'il y a toujours cette idée de communauté qu'on retrouve chez Hello Merci ou chez KissKiss? Sachant que pour l'instant, il y a une vingtaine de boîtes seulement. Oui, le niveau de proximité. La proximité dans le crowdfunding, il n'est pas forcément géographique, il est d'abord affectif. C'est-à-dire qu'en fait, une vraie campagne de crowdfunding, pour les vrais, par le premier cercle, les amis, de crowdfunding, ensuite c'est le deuxième cercle, les amis des amis, exactement. Et quand ça marche, c'est que vous arrivez à toucher les amis des amis des amis. Exactement. Voilà. Donc cette proximité, elle est d'abord affective. Finalement, si vous êtes de Besançon et que votre famille habite à Nantes, ça marche quand même. Par contre, après, bien évidemment, lorsqu'on identifie ce deuxième cercle ou ce troisième cercle, au-delà du lien direct ou indirect qu'il y a en général via les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'être un ami d'amis ou une communauté de communautés, après le réflexe, on le voit de plus en plus, on a sorti une étude avec notre partenaire Les Échos, et les Français se sont prononcés assez clairement sur le sujet. Oui, assez clairement, un Français sur deux a envie d'investir dans des PME qui lui parlent et qui sont de sa région. Donc du coup, là aujourd'hui, il y a 20 projets sur l'Endopolis, et en l'occurrence, on a déjà un tiers de personnes qui sont effectivement de la région en question, mais c'est un peu tronqué pour l'instant parce qu'on a 10 entreprises dans la région parisienne qui mécaniquement regroupent quand même une personne sur deux, donc c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions, mais je ne pense pas, on verra, mais je ne pense pas que sur l'Endopolis, qu'on a vécu sur Hello Merci ou sur KissKiss soit démenti. Alors juste,
20 projets qui pour l'instant ont été financés, combien vous ont été soumis? Parce qu'il y a une sélection drastique, si j'ai bien cru comprendre, dans les différentes plateformes de ce qu'on appelle le crowdlending. En fait, sur 100 dossiers, il n'y en a que 5 qui sont... Enfin, j'ai lu ces chiffres-là. C'est à peu près ça, je peux vous donner l'historique. Sur KissKiss, c'est à peu près 1 sur 3. C'était plutôt 1 sur 5 au début, mais ça se professionnalise. C'est plutôt 1 sur 3. 1 sur 3 qui est accepté. Qui est accepté. Ensuite, sur Hello Merci, c'est plutôt 1 sur 7 ou 1 sur 8. Là, pour l'instant, sur l'Endopolis, il y a 1000 entreprises qui sont inscrites. Il y en a 500 qui ont été au bout du module d'inscription. Et sur ces 500 qui ont été au bout du module d'inscription, il y en a 250 qu'on peut transmettre à leur expert comptable parce que le dossier est assez solide. Et après, sur ces 250 qui vont revenir chez nous, il y en a à peu près une quarantaine ou une cinquantaine qui vont avoir une note favorable de notre équipe. Donc du coup, on est grosso modo 1 sur 10. Ce que vous expliquez, c'est que vous avez recruté des banquiers qui apparemment s'éclateraient plus à autoriser des prêts dans votre plateforme qu'à le refuser quand ils étaient dans les banques. Oui, très clairement, parce que parce que tous les dossiers sont validés, donc il y a un expert comptable, il faut avoir 2 ans d'activité, si j'ai bien compris. Il y a tout un dossier financier là. Oui. Alors pour le coup, encore une fois, là où on est vraiment dans l'empathie sur KissKiss et sur Hello Merci, sur l'Endopolis, il y a une notion de risque. Nous, on n'est pas des pros du risque à la base. On est plutôt même à l'antithèse du risque, puisque nos 2 premières plateformes font que c'est le public qui sciemment accepte le risque parce qu'il n'y a pas de retour. Là, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que le public vient chez nous en sachant qu'il peut perdre son argent. Mais pour autant, puisqu'il y a une notion de retour sur investissement, il faut faire en sorte que le contexte soit le plus clair et le plus transparent possible. Alors du coup, on a créé des filtres assez importants. D'abord, il faut que l'entreprise soit enregistrée véritablement au greffe pour qu'on puisse vérifier et tirer ses liasses fiscales, c'est-à-dire vérifier ses comptes. Le bilan comptable, oui. Voilà. Et une fois qu'on a récupéré, lorsque l'entreprise s'inscrit, c'est assez simple, par numéro de SIRET, on aspire les infos, alors on dit à cette entreprise, OK, il faut que vous ayez plus de 2 ans, et il faut que vous alliez discuter avec votre expert comptable pour nous envoyer le prévisionnel de votre projet, et il faut que votre expert comptable lui atteste la cohérence du bilan et du prévisionnel. Donc là, il y a déjà évidemment un tas d'entreprises qui vont être trop immatures ou pas assez précises sur leur dossier qui vont s'éliminer naturellement. Après, une fois qu'on a ce premier filtre qui est clé pour nous, parce que ça permet quand même d'identifier l'entreprise, ce qui est quand même clé, et puis d'identifier l'expert comptable qui travaille avec, et d'attester le dossier. Une fois qu'on récupère le dossier, on a effectivement recruté de jeunes banquiers d'une trentaine d'années, un peu frustrés effectivement d'être dans une finance très traditionnelle, quand même très décriée par le grand public aujourd'hui. On était très fiers d'être banquier il y a une dizaine ou une douzaine d'années, c'est quand même moins le cas aujourd'hui pour être franc. Et donc du coup, pour certains d'entre eux, un peu comme Hubert, qui sont des repentis ou des futurs repentis, on a l'impression sur nos plateformes d'avoir une vision de l'économie complètement différente. Et c'est assez technique mais assez simple à expliquer. Une banque va s'attacher à regarder l'historique de la société pour la noter. Alors que nous, notre module, nos algorithmes de notation sont sur l'instant T de l'entreprise, c'est-à-dire le délivré au jour J, plus une analyse du futur. Donc vous voyez, il y a une notion qui est complètement différente. Et du coup, notre boulot, c'est prendre le risque sur notre capacité à analyser le futur de la société. Sachant que vous présentez aussi l'Endopolis comme un projet un peu militant, Dixit, on n'attend plus grand-chose du système en place et des politiques, on n'attend plus grand-chose des banques non plus, quand on sait qu'en 2013, 95% du montant total des crédits en Europe ont été alloués aux entreprises cotées. Oui, alors qu'en face, il y a 4 000 milliards d'euros qui dorment sur les comptes des particuliers. Oui, alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'était pas très militant au moment où on a fabriqué KissKiss, c'est vrai, et on l'admet complètement. Par contre, à force d'avancer dans notre métier, on s'est retrouvé dans une économie qui s'est développée, qui s'appelle l'économie collaborative, et on s'est aperçu que le peer-to-peer, parallèlement à ce qu'on faisait nous, avait un impact sur l'intégralité de l'économie et partout dans le monde. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec une idée qui était un peu innocente, on était en train d'enclencher des graines, des germes qui potentiellement peuvent changer l'économie, et notamment briser l'organisation de l'économie d'aujourd'hui avec des gros monopoles dans lesquels on est tous, pour ceux qui malheureusement y travaillent encore, très oppressés, poussés à des logiques très individualistes et où d'ailleurs la partie capitalistique a pris le dessus bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, même en dormant avec son bouquin de Friedman ou les fans de l'école de Chicago à gauche ou à droite. Et donc du coup, c'est vrai que cette économie-là collaborative, et notamment le crowdfunding ou le crowdlending, permet de décloisonner finalement ce que le système financier traditionnel avait cloisonné jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un rapport direct entre notre épargne et l'économie réelle. Et donc du coup, c'est sociologiquement et économiquement une vraie révolution, au sens propre du terme.
Et on est très fiers évidemment d'y participer. Et on espère, nous, alors, il faut une finance, qu'on soit clair. Il y a besoin d'une finance, mais il y a besoin d'une finance forte. Il y a besoin d'une finance qui est au service de l'économie et pas une finance qui est au service d'elle-même. Et pour le coup, on a l'impression avec ce crowdfunding ou ce crowdlending de venir remettre en cause les postulats sur lesquels la finance est assise et les postulats sur lesquels la finance draine malheureusement la planète entière et l'économie vers le bas, et en créant des inégalités toujours plus grosses, on est revenu au même niveau d'égalité qu'au début du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a les 80 personnes les plus riches dans le monde possèdent exactement les mêmes richesses que la moitié de la population dans le monde. Donc du coup, le fait de zapper comme ça les intermédiaires classiques et de permettre aux gens de se réapproprier leur argent et de pouvoir l'investir ou de le donner, peu importe, dans l'économie réelle, va changer les choses profondément. Et les chiffres que vous annonciez de croissance tout à l'heure, si on reprend les prospectives du magazine Forbes, c'est 1000 milliards en 2020, c'est demain 2020. Donc du coup, on est parti d'un monde très utopiste. Il y a 4-5 ans, on nous prenait vraiment pour des dingues et vraiment pour des utopistes et pour des bisounours, très clairement. Et le milieu bancaire disait, nous, ils sont sympathiques, ce qui veut tout dire. Il y avait une forme de condescendance. Et vous dites, on n'est pas des bisounours, on agit en frontal contre une organisation du monde qu'on déteste. Oui, on est une libération. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on est... encore une fois, il y a 4-5 ans, le monde n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. C'était juste à la sortie de la crise de 2008. On ne voyait pas encore l'impact de cette crise. Et là, ce qui s'est passé en 5 ans est juste épouvantable pour vous, pour moi et pour le reste de la planète. Et donc, du coup, on se bat contre ça et on est très fiers de l'assumer. Alors, Hubert de Vauplane, vous, en octobre dernier, donc au moment où le cadre réglementaire change en France pour permettre le crowdlending, le financement participatif avec des taux d'intérêt, vous écrivez, vous êtes aussi chroniqueur à Alternative économique, crowdfunding, attention aux désillusions. Tout de suite, vous tirez la sonnette d'alarme. Non, en fait, ça ne va pas bouleverser tant que ça l'économie. Il y a un risque, enfin, il faut toujours faire attention dans les espoirs qu'on peut placer dans des idées généreuses, beaucoup de gens sont prêts à partager et pour lesquelles ensuite la réalité peut être différente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas pour l'économie collaborative et la finance collaborative de remplacer demain les banques. Ce que disait aussi Vincent, les banques, il y en aura toujours, elles sont utiles, on en a besoin, elles seront là. Le principal pourvoyeur de crédit pour les entreprises, ça restera les banques. Le chiffre, 95% du montant total des crédits, ça va à des entreprises qui sont cotées. Ou, enfin, je dirais les choses un peu différemment. Ça devient plus dur aujourd'hui pour une PME d'emprunter ? Non, je dirais les choses un peu différemment. C'est-à-dire que plus votre entreprise est de taille petite ou moyenne, plus elle a recours au crédit bancaire. Et inversement, plus elle est importante, voire cotée, moins elle a recours au crédit bancaire. Ça, c'est très important. C'est la différence entre la finance bancaire et la finance de marché. On est en Europe, jusqu'à la crise, dans une économie, surtout en Europe continentale, où la règle des 80-20, mais on peut être un peu plus précis, plus de 80% du financement des entreprises est accordé par les banques aux entreprises. Quand vous descendez au TPE, c'est pas 80, c'est 98% ou 99% du besoin de financement des entreprises qui est réalisé par les banques. Et le solde ailleurs. Plus vous montez dans la taille de l'entreprise, plus les entreprises se financent par elles-mêmes toutes seules, moins en ayant recours aux banques et par les marchés. Et c'est ça qui change. Et là, pour en revenir au TPE ou au PME, c'est quoi l'intérêt de passer par ce type de plateforme de crowdfunding plutôt que les banques ? Dans le bouleversement qu'on évoquait tout à l'heure suite à la crise financière, il y a une chose qu'on a peut-être un peu trop rapidement oublié, c'est que les différents gouvernements ont dit plus jamais ça pour les banques. Plus jamais ça, c'est-à-dire on a payé une fois pour vous, on n'a pas envie de repayer une seconde fois en cas de crise. Donc vous devez assumer vos risques. Vos risques, c'est-à-dire vous devez augmenter, vous les banques, vos fonds propres pour absorber les prochaines crises et non pas que ce soit vous, moi, le citoyen. Ils serrent la ceinture et prennent moins de risques. Et c'est moins ça, c'est que le besoin de fonds propres très important des banques diminue automatiquement leur capacité de prêter, sauf à augmenter de manière très importante leurs fonds propres. Donc les règles qu'on appelle de Bâle III, qui sont des règles un peu compliquées de ratio prudentiel, fait que la mise en œuvre de ces règles pour les banques, même chose pour les assurances, va conduire mécaniquement à ce que plusieurs dizaines de milliards d'euros qui étaient prêtés aux entreprises ne pourront plus par les banques être prêtés. Ce n'est pas qu'elles ne veuillent pas, c'est qu'elles ne pourront plus. D'où le recours à d'autres... La question est assez simple pour toutes ces entreprises qui recourent massivement aujourd'hui au crédit bancaire, c'est de dire mais demain, vous allez faire quoi ?
Parce que moi, banquier, je veux bien vous aider, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous apporter le complément. Et le complément, ça peut venir justement de la finance alternative, ça peut venir du crowdlending, comme ça peut venir d'un autre type de finance dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est la finance plus P2P lending, plus la finance de marché qui se branche elle aussi, on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais il est important de garder ça en tête, c'est-à-dire qu'il y aura toujours du financement bancaire, il sera moins important pour les entreprises, et ces entreprises auront besoin de diversifier leurs ressources. Et donc vous y croyez au crowdlending, au financement participatif ? Alors quand je dis, il faut, attention, tirer la sonnette d'alarme, c'est, comme une fois, il y a des illusions qui, à défaut d'être perdues, il faudrait peut-être juste être au courant de ce qui peut se passer. C'est-à-dire, demain, on ne verra pas gratis. Ce n'est pas un métier de bisounours, le métier de financier. Certes, la logique de financement... Ce que vous dites, c'est qu'en fait, la loi du marché va s'appliquer aussi au crowdfunding, parce que les entreprises, il faut qu'elles aient suffisamment de capital pour arriver à financer les levées de fonds. Vous expliquez que le crowdfunding, le financement participatif, c'est gérer des foules. Et que pour gérer des foules, il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut aller les conquérir, les foules. Il faut aller les chercher, les clients. C'est ça, c'est-à-dire que... enfin, les clients, ceux qui vont prêter. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas trois gugus derrière une plateforme qui vont changer l'économie. C'est la foule qui peut véritablement, donc c'est 500 000 personnes, mais ça peut être demain 1 million, 2 millions de personnes sur Lendopolis, où là, s'il y a plusieurs millions de personnes qui prêtent 200, 300, 500 euros par projet, peuvent apporter un bout du complément du financement bancaire qui va diminuer. Sachant que l'investissement est limité à 1 000 euros par projet, par prêteur, par personne qui prête. On ne peut pas prêter plus de 1 000 euros. Alors ça a été une volonté du gouvernement au départ en disant c'est quand même un métier dangereux. C'est vrai, hein, comme l'a dit Vincent, on peut perdre de l'argent, on perdra... Enfin, il va y avoir des déconvenues, c'est évident. Il y en a déjà eu une boîte qui est en redressement judiciaire. Il y avait 300, je crois, personnes qui avaient prêté 70 000 euros. Et bah là, il y a un redressement judiciaire. C'est normal, si vous voulez. Il y a un risque. C'est la manière dont vous et moi abordons ce risque. Vous voyez, il n'y en a plus maintenant derrière l'écran, mais les différents projets de Lendopolis qui passent. Vous avez un coup de cœur pour un projet pour prêter avec une rémunération. Mais c'est vraiment un projet coup de cœur. Donc tiens, je vais prêter et puis je vais me faire rembourser, j'espère, et puis avec intérêt. Mais si vous prêtez... Enfin, c'est la fable bien connue de Perrette et le pot au lait. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier et que ça tombe, ben c'est quand même dommage. Donc il y a une logique dans la finance. Je recommande effectivement de prendre, si vous voulez investir 1 000 euros, diversifier dans 10 projets différents. Et c'est ça la clé du succès, parce que l'approche du risque n'est pas la même et il y aura des pertes, donc des risques et des déconvenus. Alors, justement, aujourd'hui, moi, si je veux investir dans Lendopolis, je ne peux pas investir dans 10 projets. Il n'y en a que 4 qui sont proposés. Alors, je cite les 4. Il y en a un, c'est une mise à disposition auprès de particuliers d'un espace et du matériel professionnel pour l'entretien du véhicule. Donc, c'est un garage partagé, on va dire. Un autre, c'est développer un logiciel de facilitation des marchés publics pour les collèges et les lycées. Un autre, c'est financement d'une installation en franchise de Crédit Pro afin de dynamiser mon activité de courtier en financement d'entreprise. Et le dernier, c'est un fast-food qui veut ouvrir un nouveau restaurant à Cambrai. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'empathie pour faciliter le marché public des appels d'offres dans les lycées et les collèges. Alors, quand vous adressez aux PME comme ça, mécaniquement, sur le panel global des PME en France, vous n'aurez pas que des artisans qui vont restaurer des meubles Louis XVI. Hein. Il y aura des petits restaurants, il y a des petits commerces, il y a des petites sociétés de services. Et donc, du coup, on a déjà un panel assez représentatif de la typologie de PME en France. Et donc, du coup, on est beaucoup moins quand même dans le coup de cœur qu'on peut l'être sur KissKissBankBank, qui du coup va vous parler dans un registre artistique, ou sur Hello Merci, qui sont en général des projets qui viennent vraiment de votre cercle très proche. Là, c'est les amis qui vont investir. Oui. Là, je veux dire, on le voit déjà sur Lendopolis, on sera représentatif de ce qu'est le tissu de PME en France, ni plus ni moins. Et donc, du coup, on est beaucoup moins dans le coup de cœur individuel et dans le coup de cœur pour une entreprise en particulier, sauf si, encore une fois, elle est de sa région ou parce qu'on connaît le type qui conduit le projet, que dans une logique d'investissement réel, un investissement éthique, un investissement utile et un investissement dont on peut tracer l'impact immédiatement puisque vous allez continuer à cibler les entreprises derrière. Donc du coup, ce qu'on vous conseille sur Lendopolis d'ores et déjà, c'est potentiellement d'ouvrir un compte chez nous, d'y laisser par exemple 1 000 euros et de décider de mettre 100 euros sur les projets qui vont arriver. Il y a que 4 entreprises. Bah, parce qu'il faut que l'analyse de risque. Il faut que on ne peut pas diversifier à 10. Non, il y a 2 choses. Il y a
à la fois prendre quand même les meilleurs dossiers pour le lancement de la plateforme. Notre objectif, nous, de la première année, c'est d'avoir 0 boîte qui se plante. Donc, du coup, on est vraiment très drastique sur la sélection. Après, derrière... Oui, je précise, la boîte qui s'est plantée, c'était pas chez vous, c'était chez un autre. Oui, mais ça arrivera, ça arrivera chez nous aussi. Donc, le tout, c'est qu'il faut arriver à avoir un taux de défaut qui est égal ou inférieur à celui du système bancaire traditionnel. Et c'est combien On va dire qu'entre 2 et 4% selon les organismes. Donc, du coup, on peut considérer qu'à partir du moment où on est entre 2 et 4%, moi j'appelle ça le taux de casse, mais le taux de défaut dans le jargon bancaire, on sera dans la réalité du marché. Donc il faut que le public sache que sur 100 entreprises, mécaniquement, il y en a entre 1 et 4 qui vont se casser la figure. Donc du coup, déjà, il ne faut pas y mettre toute son épargne. 2, il ne faut pas sortir l'intégralité de ce qu'on a sur nos comptes pour le mettre sur l'Endopolis ou sur les autres plateformes. Il faut décider de ce qu'on a envie de prendre comme bout de son épargne pour l'investir dans l'économie réelle avec un risque et en dispatchant un maximum son risque. Donc chez nous, actuellement, comme la plateforme vient de se lancer, on va petit à petit accélérer le rythme du nombre de projets mis en ligne, mais le conseil qu'on donne aujourd'hui, c'est ouvrez votre compte, mettez 500 ou 1000 euros dessus et mettez 100 euros à chaque fois qu'on vous enverra du coup un nouveau projet, si le projet vous plaît. Donc l'idée, c'est plutôt la première année que chacun puisse y investir 500, 1000 euros, 1500 euros en dispatchant sur une 10, 15, 20 projets. Et petit à petit, lorsque le flux va augmenter, de réinvestir chacune de vos mensualités que vous récupérez tous les mois dans les nouveaux projets. D'accord. Plus vous allez évidemment disséminer votre capital sur un nombre de projets importants, et plus vous allez diminuer votre risque. Donc vous voyez que... Vous avez un objectif de nombre de projets que vous avez envie de soutenir? Oui, on avait... Alors du coup, on n'est pas dans le soutien là, sur l'Endopolis, on est vraiment dans la mise en relation entre les investisseurs et les entreprises, mais l'idée c'était d'en lancer une dizaine au démarrage qu'on a fait, d'en mettre à peu près 1 ou 2 par semaine, le temps de voir un petit peu. Et puis après, on va accélérer. Ça, on va passer à 3 par semaine, 4 par semaine, 5 par semaine. Donc l'objectif, c'est une centaine la première année. Et puis ça devrait quintupler la deuxième année. Donc on devrait passer de 100 à 500 en deuxième année. Et puis sûrement doubler ou tripler les années qui viennent. On voit des plateformes en Angleterre et bien sûr aux États-Unis qui proposent aux prêteurs des portefeuilles en quelque sorte de risque. Vous parlez de titrisation même. Je vais y venir après, mais c'est déjà pour reprendre ce que disait Vincent, c'est-à-dire bon, voilà, vous avez 1000 euros. Vous ne savez pas quelle entreprise choisir, fondamentalement, enfin, sauf si vous avez un coup de cœur, mais c'est quand même moins ce truc-là. Donc, moi, la plateforme, en fonction d'un certain nombre de critères que je voulais choisir, de proximité ou d'empathie pour tel ou tel secteur. C'est la plateforme qui investit automatiquement. Non, voilà, c'est ça. Elle vous propose. Fonction de votre profil. Exactement. Et donc, pourquoi? L'idée étant toujours de diversifier le risque pour que ce taux de perte ne conduise pas à ce qu'il y ait ensuite un rejet. C'est là que je disais, attention, hein, qu'il n'y ait pas un rejet ensuite de vous et moi et de l'ensemble de la foule vers ce type de financement parce qu'il y aura de la casse. Hein. Bon, ça, c'est une manière de voir. Mais une autre manière à côté, et c'est là où il y a une autre sonnette à tirer, c'est l'arrivée de purs financiers dans ce monde de la finance alternative. Et l'arrivée de purs financiers, c'est pas en soi un mal, c'est pas le diable, c'est juste simplement qu'il faut en avoir conscience. C'est-à-dire de gens dont le mode de raisonnement est plus proche d'un raisonnement de finance de marché que d'un mode de raisonnement qu'on expliquait tout à l'heure, d'économie collaborative. Et donc de voir des plateformes qui vont demain être plus construites comme d'une quasi-banque en quelque sorte, hein, plutôt que la manière dont le décrivait Vincent. C'est pas en soi un sujet, c'est juste que quand vous et moi, on voudrait juste savoir à la fin, c'est quoi une plateforme qui se dit une plateforme de finance participative, et d'ailleurs qui emploie le mot, mais qui fondamentalement, dans son capital une banque, ou travaille comme une banque, ou fait le même métier qu'une banque. Donc on voit qu'il y a une vague aujourd'hui qui pousse et qui porte l'économie collaborative et la finance participative. Il y a des gens qui utilisent cette vague, alors qu'en vérité, ils font pas tellement ce métier-là. Ils font plutôt un métier de banquier. Ce qui n'est pas encore une fois un mal, mais c'est juste... Vous évoquez le cas de Lending Club, qui est la boîte la plus connue aux États-Unis, qui a été créée en 2008 par un Français, qui a été introduite en bourse en décembre dernier. Je trouve que la valorisation, c'est près de 5 milliards de dollars, alors qu'elle a un chiffre d'affaires de 150 millions. Ça vous étonne un petit peu, ce ratio. Et vous dites que 80% des investisseurs qui prêtent de l'argent à Lending Club sont des investisseurs financiers, c'est pas des particuliers. Oui, puisque le retour sur investissement, le taux de rendement proposé, le taux de rendement moyen proposé par ces plateformes, avec des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont très très bas, il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même un des sujets. Nos taux d'intérêt
d'intérêt réels sont quand même très bas. Donc quand vous avez des plateformes qui proposent des taux de retour de 5, 7, 8% brut, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de produits financiers qui proposent de tels taux. Donc quand vous êtes financier, vous dites mais là j'ai un outil qui va me permettre d'avoir un taux de rendement et d'offrir ce taux de rendement à mes propres investisseurs, etc. Donc, effectivement, on a vu cette proportion où il y avait plutôt 20% de financiers il y a quelques années, aujourd'hui 80% de financiers, qui prêtent sur les grandes plateformes américaines. Et la sonnette d'alarme que je tire, c'est est-ce qu'on va voir le même phénomène arriver en Europe continentale, qui est en train aujourd'hui d'arriver clairement aussi. Parce qu'aujourd'hui, le cadre légal permet à une banque ou à un club d'investisseurs de prêter de l'argent par ces plateformes-là, ou c'est uniquement réservé aux particuliers ? Une banque, elle peut tout faire. Donc, si elle a envie de prêter par un intermédiaire, elle peut. Non, pas avec le statut d'IFP. Voilà, elle le fait sous son propre statut. Le statut d'IFP, c'est un des deux statuts qui ont été créés en octobre dernier et qui donc proscrit, c'est ça, qui réserve l'investissement à des particuliers. C'est très compliqué. Il y a une opacité là-dessus en ce moment qui est invraisemblable. Il y a le statut officiel qui a été donné à des gens comme nous qui venons de la finance participative, vraiment à du crowdfunding, pour nous permettre de rentrer dans un monde un peu plus capitalistique, mais avec des règles très précises où seul le particulier peut rentrer. Mais les petits malins de la finance, comme à l'accoutumée, ont tout de suite résolu le problème en trouvant des cadres et des trous un peu à droite et à gauche, et en montant donc des plateformes où les institutionnels peuvent déjà rentrer. Donc là, il y a un vrai problème de lisibilité. On en parle au quotidien, parce qu'on est dans la même association qui représente la finance participative. Le public aujourd'hui, dans les mois qui viennent, ne comprendra rien. On lui dira que seuls les particuliers peuvent le faire, et il verra sur plein d'autres plateformes des fonds d'investissement. Voilà, il y a le Crédit Coopératif qui a investi dans une autre plateforme où justement le Crédit Coopératif prête de l'argent, mais en même temps propose aussi à ses clients ou à d'autres personnes de abonder le prêt que le Crédit Coopératif fait. Il y a Groupama aussi qui a investi. Pour l'instant, c'est un vrai souci. Alors, un vrai souci, pourquoi parce qu'il y a un problème de lisibilité. On ne peut pas dire d'un côté, on a créé un statut pour l'instant pour aller en plusieurs étapes en imaginant que seuls les particuliers peuvent rentrer dans un premier temps. Et puis dans une deuxième étape qu'on a négociée avec Macron il n'y a pas tellement longtemps, où du coup on va permettre aux personnes morales de rentrer également sur les plateformes. Ça a été validé dans la loi Macron et ce sera mis en place, je pense, vers septembre-octobre. Mais on a comme logique, et c'est nous qui avons poussé pour ça, à ce que les petites boîtes dont vous parliez tout à l'heure, qui ne sont pas forcément toutes sexy, ça c'est une certitude, mais qui, entre elles, peuvent du coup, dans une relation client-partenaire, fournisseur-client, se prêter de l'argent entre elles pour faire en sorte que le tissu de PME soit plus fort. Et nous, c'est ce qu'on a poussé. Et du coup, le cabinet de Macron et Macron lui-même ont été d'accord sur le sujet. Donc demain, on pourra le faire. Mais au-delà de notre logique à nous, qui est encore une fois une logique de crowdfunder réellement, on a à côté, comme le disait Hubert, des types qui viennent du milieu de la finance, et ne les diabolisons pas, mais pour autant qui voient dans ce prêt une nouvelle classe d'actifs qui va pouvoir être vendue à leurs clients habituels, les conseillers en gestion de patrimoine, les family office et les fonds d'investissement. Donc du coup, ils sont en train de créer des véhicules, qui vont leur permettre de le faire. Alors, peut-être des bouffées, non, parce que pour moi, on ne fait pas du tout le même métier. Et pour le coup, il n'y a aucune raison que les conseillers en gestion de patrimoine et les family office ne puissent pas investir de l'argent, et a fortiori, si on arrive à trouver des véhicules qui, enfin, permettent de tracer cet argent vers l'économie réelle plutôt que vers les marchés spéculatifs. Donc je suis très content de ça. Et si on a réussi à créer, c'est pour ça que je vous parlais de révolution tout à l'heure, si on a réussi à créer les bases d'une logique différente, c'est chez messieurs de la finance, ça en est bien la preuve. C'est-à-dire que sur la base de ce qu'on a construit nous, ils sont en train d'inventer des véhicules financiers qui permettront de tracer plus d'argent vers l'économie réelle. Donc ça veut dire que c'est une vraie victoire pour nous. Pour autant, il faudra faire attention à bien éduquer le public en disant, ici on est dans la finance participative, c'est-à-dire vous avez des projets avec des jauges, et c'est le public qui décide si la jauge doit avancer et si le projet doit être financé. Pour l'instant, tous les projets que vous avez soumis ont été financés. Non, 75%. 75%. Mais pour le coup, vous avez donc d'abord le public qui va arriver et potentiellement derrière des personnes morales et pourquoi pas des fonds finalement derrière. Mais au moins avec une complémentarité et avec le public qui vient faire monter cette jauge. Les plateformes qu'on évoque avec Hubert, on peut citer leurs noms, FinSquare, Lendix, Crédit.fr et autres, vont fonctionner différemment. Elles vont sélectionner des entreprises. Sous couvert de financement participatif. Il n'y aura pas de projet visible avec une jauge. Et quand les projets sont sélectionnés, ils seront financés 100% par des fonds. Et à l'intérieur de ces fonds, vous aurez de l'argent de particuliers, mais vous aurez aussi de l'argent d'institutionnels. Ce qui veut dire que là, on coupe véritablement la nature même du financement participatif, qui est un projet présenté par une plateforme, sélectionné par une plateforme, mais dont le financement est validé à travers un outil simple qui est une jauge de progression
par le public ou par d'autres acteurs. Et donc du coup, on est en train de créer, et Dieu sait si je me bats contre ça en ce moment, alors ces messieurs ont fini par me cataloguer parmi les altermondialistes. Je dirais tant mieux, en tout cas comme alternative. Ces messieurs de la finance. C'est ces messieurs qui sont en train de monter ces plateformes, et tant mieux, parce qu'au moins ça va permettre de créer une lisibilité. Et je ne dénie pas le fait que ce qu'ils font aujourd'hui puisse avoir un intérêt pour l'économie. Juste, ce qu'on réclame, c'est que ces messieurs ne se réclament pas de la finance participative. Ils n'ont qu'à appeler ça comme ils veulent, je sais pas, de la finance alternative ou des véhicules pour l'économie réelle. Vous parlez de finance alternative aux États-Unis, c'est un des mots justement oui, qui est utilisé. Voilà, et ce que vous dites, c'est que aux États-Unis, ils parlent de finance alternative au sens une alternative à la financiarisation et au marché, mais pour l'objectif étant de gagner de l'argent et oui, c'est là pas tirer du participatif. Encore une fois, il faut diaboliser personne et c'est pas l'objet des propos et c'est utile. Cette finance, et encore une fois, est utile. Donc, c'est une question de présentation et de mots. La finance alternative, c'est alternative par rapport à quoi? Par rapport à la finance bancaire traditionnelle, dont j'expliquais tout à l'heure qu'elle sera naturellement en capacité moindre de financer l'économie. Donc, elle est alternative et en ce sens, elle est utile. C'est-à-dire que cette finance dont parle Vincent, et c'est tant mieux, elle va pouvoir financer l'économie réelle. Et ça, c'est un vrai plus à la fin, puisque c'est tout et chacun qui va pouvoir, par des véhicules peut-être un peu sophistiqués, à la fin, permettre à ces PME d'obtenir les financements qu'ils auront de moins en moins. Bon, mais voilà, après, les logiques qui conduisent ces projets ne sont pas les mêmes. Donc, bon, moi, je suis avocat, je n'ai pas d'opinion, j'allais dire, de business model par rapport à un autre. Je le constate, je le vois. Et vous pensez qu'ils vont se faire bouffer? C'est pas la sorte de financement participatif? Il y a un risque de ce que j'ai appelé de phagocyté, effectivement, ces plateformes de financement participatif traditionnel par des plateformes plus financières, plus alternatives. C'est un risque comme on le voit en Angleterre, aux États-Unis. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que si à la fin on finance l'économie, ça reste un bien? Ce qui est pour moi relativement clair, c'est que dans les deux cas, c'est des métiers qui nécessitent de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas des métiers dans lesquels, comme j'expliquais, on peut, au fin fond de son garage, ouvrir une plateforme de financement participatif, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Même Vincent, il a besoin d'argent, et même ces types de plateformes, c'est vraiment une approche économique au sens noble du mot, et même capitalistique au sens propre du mot. Vraiment, la manière dont c'est conduit n'est pas la même. Et donc, il y a besoin quand même d'argent pour faire des choses sérieuses. Dernier point, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Justement, à propos d'argent, les taux vous proposez entre 4 et 12%, c'est grosso modo les taux qui sont proposés par les différentes plateformes, sauf que ça, c'est avant impôt. Au final, entre 4 et 12%, j'ai vu sur votre forum, il y a quelqu'un qui a fait le calcul, qui a dit si je prête à 6% pendant 3 ans à Landopolis, en fait, ça va me rapporter exactement pareil que si jamais j'investissais pendant 3 ans cet argent dans un plan épargne logement. Alors, à peu près pareil. Oui, un peu. Alors, pas complètement, mais pour le coup, et on est très clair sur Landopolis, il ne faut pas attendre que d'un seul coup, des uluberlus, quels qu'ils soient, arrivent avec une solution sur le marché qui multiplie par 8 le livret A. D'accord ? Il n'y a pas de raison que dans un univers morose au niveau du retour sur investissement, parce qu'on arrive à créer un lien direct entre les entreprises et les particuliers, que d'un seul coup, des taux d'intérêt complètement dithyrambiques puissent sortir comme ça de notre chapeau. Donc du coup, ce serait même suspect. Ce qu'on affiche assez clairement sur le site, c'est que c'est effectivement des taux d'intérêt bruts dont il faut enlever la CSG, c'est-à-dire 15%, dont il faut enlever après le prélèvement obligatoire sur les impôts, c'est-à-dire minimum 24%. Donc du coup, vous avez un tiers de cet argent, quoi qu'il se passe, qui est enlevé. Et ensuite, comme vous récupérez, mais ça c'est plutôt un atout et c'est la différence avec le placement dont vous parlez, comme vous récupérez votre argent tous les mois, bien évidemment, le ratio entre le capital et les intérêts lui diminue au fil du temps. Donc du coup, vous touchez moins d'intérêts sur le capital restant. Donc du coup, pour optimiser votre rendement, il faut à chaque fois que vous réinvestir l'argent en question, et donc vous remontez votre taux d'intérêt. Donc mécaniquement, ce qu'on peut dire, c'est que le taux affiché, si vous êtes à un taux d'imposition de 40%, eh bien ce sera 40% en moins quand qu'il en soit. D'accord ? Mais comme n'importe quel placement. On le voit derrière sur le site, c'est marqué les taux bruts, mais il n'y a pas les taux nets qui sont précisés, ou il n'y a pas de calculettes qui permettent de savoir exactement. Si vous rentrez dans la FAQ, dans la foire équation, et notamment sur le forum qui est fait pour ça, vous allez voir que l'intégralité des calculs sont donnés très clairement. Allez fouiller un peu plus dans la foire équation, et vous allez voir que vous trouvez toutes les réponses. On a un devoir de transparence réel pour que ce soit bien compris, et que les gens s'approprient l'outil. Oui, c'est ce que vous écrivez. D'ailleurs, ça ne marchera que si c'est transparent. Totalement.
La transparence, aujourd'hui, tout le monde l'attend. C'est une des forces de cette révolution dont parlait tout à l'heure Vincent. C'est-à-dire c'est la transparence des coûts, c'est la transparence aussi du mode de fonctionnement, la transparence sur les conflits d'intérêts, dire qui fait quoi, qui est dans mon capital, des plateformes qui ont des banques dans leur capital, et c'est très bien, il faut juste simplement le prévenir, des plateformes qui travaillent avec potentiellement des fonds, c'est très bien, mais il faut juste les prévenir. Donc, il y a une attente de transparence de la part de vous, de moi, de la foule, sur comment fonctionnent ces plateformes. Et s'il n'y a pas cette transparence, il y aura toujours un soupçon de quelque chose qui se fait sous la table ou autre, ce qui n'est vraiment pas le mode de fonctionnement de cette économie collaborative. Je vous remercie beaucoup, messieurs, et on se retrouve dans 15 jours. Bye bye. Merci.